Bonsoir, merci d'être venu. Mettez vos casques si vous ne comprenez pas le russe. Je vous donne quelques minutes pour mettre vos casques. Bonsoir, pendant que vous mettez vos casques, je vais vous dire qu'il y a encore deux sièges libres devant. Si quelqu'un est derrière et veut venir vers l'avant, il y a encore 2 sièges libres. Ah, je dois parler plus fort. Et moi, on m'entend? Tout le monde entend? On m'entend bien? Merci beaucoup, avec ce beau temps, d'avoir trouvé la possibilité de venir au fond, à cette rencontre. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, car vous voyez devant vous la merveilleuse écrivaine Güzel Yakina, et vous allez entendre ses réponses sur la littérature et sur la vie en général. Et vous avez aussi l'interprète qui est Moon Mebiar, qui est aussi la traductrice des 3 romans de Güzel Yakina qui sont sortis en français. Une question au public. Qui a déjà lu les livres de Güzel? Qui a lu tous les livres de Güzel? Déjà beaucoup, magnifique. On va se comprendre et on peut commencer. Je crois que c'est un public vraiment exemplaire. Chère Güzel, je suis très heureuse de vous voir chez nous en Suisse et dans ce lieu magnifique. Commençons notre discussion avec une question très générale, mais en même temps très personnelle, qui, je crois, intéresse beaucoup de gens dans le public. Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui? Vous faites partie de ces intellectuels russes qui, ayant condamné la guerre, sont restés en Russie. Est-ce que vous pourriez expliquer votre choix et la situation? Oui, volontiers. Donc, bonsoir, chers invités. Je suis très heureux de vous voir si nombreux. Et bien sûr, je suis ouverte pour vos questions. Il y aura probablement des questions à la fin de la rencontre. On pourra parler de tout ça, y compris des moments non littéraires. Oui, je vis à Moscou, mais je n'y vis pas entièrement. Je divise ma vie entre Moscou et la ville d'Alma-Ata, qui est la capitale du Kazakhstan. Donc ma vie est divisée de moitié entre ces 2 villes, ce qui me permet de rester en Russie, ce qui me semble très important, et d'un autre côté, de temps en temps quand même, d'être hors du pays, de m'extirper de cette situation politique très concentrée, je dirais, ce qui est aussi très important pour moi. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tant de choses qui nous séparent, tant de ponts qui ont été brûlés, qui ont explosé, tant de familles qui ont été séparées, que j'aimerais à cette époque travailler aussi à coller, à mettre ensemble, être une sorte de pont, plutôt que de rajouter à cette séparation de tout. Donc pour moi, c'est très important de rester en Russie, à Moscou, qui est ma ville, ma maison, mon pays natal, où il y a ma famille. Et tout ça ensemble, bien sûr, subit ce qu'on appelle la grande histoire, c'est-à-dire que les événements qui ont lieu actuellement en Russie, en Ukraine, c'est la grande histoire, ce qui apparaîtra plus tard dans les manuels d'histoire. Et bien sûr, c'est important, si on a la force et le désir de vivre ces événements en même temps que le pays et de regarder ça de l'intérieur, ça me semble très important. C'est pour ça que la moitié de ma vie se déroule à Moscou. Mais en même temps, il me semble important, bien sûr, de quitter le pays. Et je suis toujours très heureuse de venir en Europe. Si on m'invite à des rencontres pour des présentations du livre ou autre chose. Parce qu'aujourd'hui, il me semble
Ce lien entre les gens est très important et c'est la dernière chose qui nous reste, le lien entre les gens, entre les gens normaux, comme vous et moi. Et je crois que ce dialogue, comme celui qui a lieu aujourd'hui, est particulièrement important pour ne pas laisser cette grande séparation qui a eu lieu pendant les 70 ans de l'ère soviétique. Donc j'aimerais que les liens soient conservés et je crois que cette période va se terminer un jour et que le balancier va repartir dans l'autre sens et qu'on va continuer à vivre ensemble sur cette planète. Donc ça me semble très important de venir et un petit peu au moins simplement dans ces dialogues entre gens, de rester dans un lien. Plus, donc j'ai cette deuxième maison que j'essaie de construire à Alma-Ata, qui me permet de temps en temps de souffler un peu et de regarder la situation russe en faisant un pas de côté. Donc Alma-Ata est environ 4000 km de Moscou, c'est assez loin, et ça donne la possibilité d'avoir ce regard de côté sur ce qui se passe dans mon pays. C'est aussi très important. Et donc, avec ces déplacements, avec cette géographie qui a tellement changé dans ma vie depuis 1 an et demi, je trouve une façon de m'en sortir dans cette situation très difficile. Vous avez parlé des 70 ans de l'époque soviétique, donc passons à ce thème, d'autant plus que qu'on voit sur Samarcande, qui nous réunit aujourd'hui, est votre troisième roman. Et le troisième qui parle de la période soviétique, du début de la période soviétique, que vous montrez sous différents angles. Est-ce qu'on peut parler d'une trilogie, Zuleka ouvre les yeux, Les enfants de la Volga, et maintenant le convoi pour Samarcande? Et est-ce que vous pensez que vous avez épuisé ce thème des années 1920-1930, ou est-ce que vous allez continuer à en parler? Oui, effectivement, j'ai écrit 3 romans qui ont lieu au début de l'Union soviétique, dans les premières décennies du pouvoir soviétique. Le premier roman, Zuleka ouvre les yeux, parle des répressions contre les paysans aisés dans les années 1930. Et le sujet du roman parle d'un exil en Sibérie d'une paysanne tatare qui change malgré elle sa vie entièrement et elle change elle-même. Mon deuxième roman parle des Allemands des rives de la Volga, donc c'est les enfants de la Volga, et c'est 20 ans du RSS pendant lesquels les Allemands de la Volga ont assisté. Donc on voit par les yeux d'un instituteur, d'un homme tout simple, ces 20 ans d'Union soviétique. Et mon troisième roman qu'on voit pour Samarcande, c'est des événements qui ont lieu il y a tout juste 100 ans, en 1923, c'est la Grande Famine. Une famine qui a eu lieu dans l'URSS. Et le sujet l'histoire parle d'un convoi d'évacuation avec 500 enfants qui part de la région de la Volga en proie à la famine pour sauver ses enfants en gagnant Samarcande, ville ensoleillée et fertile. Donc ces 3 romans, on peut dire que c'est une trilogie ou on peut ne pas le dire, certains critiques l'ont dit. Pour moi, ce sont 3 histoires séparées les unes des autres, mais qui sont unies, pour moi en tout cas, par la façon dont je les ai écrits. Ces 3 romans, j'ai essayé de les concevoir en faisant d'un côté un roman sur un sujet historique qui parlait d'événements historiques très concrets, d'une suite d'événements qui ont une authenticité historique, qui sont basés sur des faits et qui permettent d'apprendre quelque chose sur cette époque. Mais sur cette couche historique, sur ce niveau historique, dans mes 3 livres, j'ai fait un deuxième niveau et j'espère qu'il est aussi perceptible dans mes 3 livres. C'est le niveau de questions humaines, générales à l'humanité et qui ne sont pas liées juste à une période. Dans mon premier roman, je ne parle pas que des répressions des paysans, mais je parle du destin d'une femme, plus toute jeune, mais que personne n'aime,
d'une femme qui n'est pas libre à l'intérieur. Et cette question de la liberté pour la femme, ce que c'est. Et j'ai aussi évoqué des questions de la maternité, l'amour. Qu'est-ce qui est important, plus important, aimer un homme, son amour pour un homme ou son amour pour un enfant? Et toutes ces questions ne sont pas liées à la période historique. Elles viennent en plus de cette trame historique. En ce qui concerne mon deuxième roman, j'ai parlé de cette république allemande sur la Volga, mais je voulais aussi parler de la question « Peut-on échapper au temps ?» Car le personnage principal du roman, l'instituteur allemand, essaie pendant tout le roman d'échapper à l'histoire, de se cacher de l'histoire. Et la question, c'est est-ce que c'est possible de vivre en société et d'être libre de la société? Est-il possible de se cacher du temps? C'est la question principale de mon deuxième roman. En ce qui concerne le troisième, qu'on voit pour Samarcande, le thème qui n'est pas historique, donc il y a le thème de la famine, mais je parle aussi d'un thème qui est le phénomène soviétique. Pourquoi est-ce que l'Union soviétique a duré si longtemps et dure encore dans les esprits? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, très peu ne peuvent pas se déterminer, ne peuvent pas donner un jugement sur ce temps? Et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, cette époque provoque autant la polémique? Le personnage principal du roman, qui est pour moi un héros un peu symbolique, nous en parlerons peut-être plus tard, mais la question numéro 1 du convoi pour Samarcande, pour moi, c'est quelle est la cause, la raison de la longévité du phénomène soviétique. Donc on peut dire que ces trois romans qui, effectivement, ont une certaine unité, mais on peut les voir aussi séparément. Pour moi, ce sont trois enfants différents, sont unis par ces deux niveaux. On les retrouve dans les trois romans, ces deux niveaux de récit. Et c'était ma méthode de travail, on peut dire. Il y a... J'ai d'autres idées de romans. J'ai déjà commencé, j'ai bien avancé dans un quatrième livre qui parle aussi de l'époque soviétique, mais je ne vais pas vous en parler pour le moment parce qu'il faut en parler quand c'est prêt. Mais ça sera aussi un sujet historique qui sera fait selon des principes très différents. Oui, vous avez raison. Je pense qu'on peut dire que les trois livres sont unis par certains principes. Ça veut dire qu'on fera un jour une jolie édition des 3 tomes. Je ne suis pas contre. Ça fait quand même 30 ans que l'Union soviétique est terminée. Vous en parlez dans vos 3 livres et chaque fois, ça fait des tempêtes de réactions, d'émotions. Je ne parle même pas du moment où la série sur Zuleyka est sortie à la télévision. Ça veut dire quelque chose aussi, que le passé soviétique n'est pas seulement toujours présent, mais avec chacun de vos livres, vous appuyez sur des sujets encore très douloureux, et pas seulement auprès des anciens, mais aussi chez les jeunes, parce que j'ai regardé les forums qui parlaient de vos livres, il y avait aussi des jeunes qui participaient, j'ai bien compris, en ce qui concerne la réaction en Russie à vos livres. Et pourquoi, vraiment, vous avez posé cette question, mais réfléchissons-y, pourquoi est-ce que les gens tiennent tant à ce passé, ne le laissent pas, qui les empêche d'avancer? Alors, c'est une très longue question. Je crois que je vais la séparer en 3 parties. Donc, en ce qui concerne les sujets douloureux, les événements que je décris dans le livre sont des événements tragiques qui ont coûté à notre pays des millions de vies. Et pour moi, c'est aussi mon histoire familiale, dans une certaine mesure. Et pour beaucoup de gens en Russie, ça fait partie de leur histoire familiale. La répression des paysans, la dékoulakisation, c'est 4 millions de personnes, de paysans dékoulakisés dans les années 1930.
de toutes les origines à travers tout le pays. Donc, quand j'en parle, je touche des moments d'histoire familiale chez beaucoup de gens. Les gens exilés en Sibérie, ça touche encore plus de personnes, 6 millions de personnes. Donc, tous les gens qui ont eu un parent envoyé en Sibérie trouvent aussi quelque chose dans cette histoire sur la paysanne Zuleyka. Si on parle des Allemands russes, de Russie, ils étaient 1,5 million en URSS. Et quand je parle d'eux, je parle aussi à ceux qui, dans leur histoire familiale, avaient des ancêtres allemands, et ça concerne beaucoup de gens. Quand je parle de la famine sur la Volga, c'est encore plus large. Cette première famine a touché 35 régions de Russie, dans lesquelles vivaient 90 millions de personnes. Et on dit que 40 millions de personnes ont été touchées par cette famine, ont souffert de la famine. Et parmi ces 40 millions de personnes, 5 millions sont morts de la famine. Ces 5 millions, ce n'est pas un chiffre précis, c'est un chiffre, une estimation des scientifiques d'après les pertes pendant ces années-là. Donc on peut dire que la famine dans la Volga, enfin la famine en Russie a touché à peu près tous les habitants. Si on cherche dans son histoire familiale, on va trouver une grand-mère, une arrière-grand-mère ou un grand-père, quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, a assisté à cette famine, a traversé cette famine. On a appelé ça la famine de la Volga, mais ce n'est pas tout à fait juste parce que la région de la Volga, c'est une vision un peu étroite de cette famine. Cette famine qui a eu lieu en 1923, il y a 100 ans, ça n'a touché pas seulement les rives de la Volga, mais toute la Russie, la Crimée, l'Ukraine, le Kazakhstan, très fort, l'Oural, le Caucase, le Nord, et bien sûr les régions de la Volga. Donc quand on parle de la famine sur la Volga, bien sûr, c'est la famine sur tout le territoire de l'URSS. Donc les gens, quand ils lisent ce roman, ils peuvent comparer ça à leurs histoires familiales, se souvenir de leurs histoires familiales. Et dans ce sens, je suis très reconnaissante aux gens qui partagent ces histoires avec moi. Mais comme l'a dit Vassili Grossman, nous avons tous eu des vies différentes, mais un destin unique. Et ça est aussi, on peut aussi le dire en ce qui concerne la situation aujourd'hui. Les événements dont je vous ai parlé très rapidement, ce sont comme des briques, chaque destin, de destin d'histoire familiale. Donc, dans le roman, les gens y voient ces briques, et c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent de façon aussi émotionnelle. En ce qui concerne les thèmes douloureux, voilà, c'est ma première réponse à votre question. En ce qui concerne les émotions, les réactions très émotionnelles, oui, mes 3 romans ont suscité beaucoup de discussions assez émotionnelles. Et ces discussions n'étaient pas faites que d'enthousiasme. Il y avait beaucoup de critiques. Mais ces critiques étaient aussi très différentes les unes des autres. Certaines critiques accusaient le texte et l'auteur de noircir l'histoire, que le texte était trop sombre, trop dur, que la réalité soviétique n'était pas aussi horrible et qu'on avait attenté au beau passé soviétique. D'autres critiques tout aussi sévères ont dit que mes romans romançaient trop ces événements tragiques, les montraient sous un jour trop rose, que c'était une légèreté de récit inexcusable pour des sujets aussi sérieux, et que c'était inexcusable pour une discussion sérieuse de ce passé. J'ai aussi eu droit à ce genre de critiques. Donc les gens ont eu des réactions parfois complètement opposées.
est toujours assez émotionnel, disons, et je comprends ces réactions et ces critiques parfois pleines de colère, non pas comme une réaction à mon texte, mais le fait que dans la société russe, il y avait depuis longtemps un besoin de recommencer un dialogue sur le passé soviétique, de faire une discussion sérieuse dans la société sur ce passé soviétique. Cette discussion avait eu lieu dans les années 1990, juste après l'éclatement de l'URSS. Pendant 10 ans, la société a pu s'exprimer de façon très ardente et tout à fait critique sur ce passé, mais peu à peu, toutes ces discussions ont disparu et j'avais l'impression qu'il y avait une deuxième vague, qui avait vraiment un besoin de rediscuter de ce passé. Et je ne parle pas que des réactions à mes livres en particulier, mais aussi du fait en général que dans les années 2010, en Russie, on a écrit et lu beaucoup de livres historiques, de romans historiques parlant du passé soviétique. Ces romans ont reçu de nombreux prix littéraires. Ils sont devenus des best-sellers. Donc, on écrivait sur cette époque et on lisait sur cette époque. Ça veut dire que la société était intéressée par le dialogue sur cette question. Ce besoin de dialogue existait, mais il n'y avait pas de plateforme pour en discuter, presque pas. Et peu à peu, peut-être à la fin des années 2010, cette plateforme, ce lieu où on pouvait discuter du passé, est resté les œuvres artistiques. Donc, on pouvait en parler. Donc, quand je parle d'œuvres artistiques, je parle aussi de littérature. C'était le seul endroit où on pouvait en parler. Toutes les émotions des gens, tout leur désir de parler du passé soviétique se sont concentrés sur les œuvres artistiques, les livres, les pièces de théâtre, les films, les expositions. Il y avait vraiment des discussions houleuses sur ces œuvres et qui se retrouvaient toujours en fait entre deux feux de critiques et dans l'attention de cette société parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu pour en parler. Oui, mais Gouzel, que pensez-vous? Quel pourcentage de la société participe à cette discussion? Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. J'ai vu comme auteur que beaucoup de gens discutaient, mais combien ils étaient, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire en nombre. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Mais si on en a parlé à ce point, si c'était une discussion si large de millions de personnes, peut-être que tous ne vont pas au théâtre, peut-être que tous ne lisent pas des livres comme autrefois à l'époque soviétique, quand nous étions le pays qui lisait le plus, mais c'était une discussion très large. On en a tellement parlé, on a tellement publié, on a montré tellement d'archives qui n'étaient plus secrètes, on a découvert tellement de choses terribles sur cette époque. Mais 30 ans plus tard, après l'éclatement de l'URSS, nous voyons que la Russie va tout droit de nouveau dans cette époque, se retrouve dans le même époque, avec des condamnations qui ressemblent aux condamnations staliniennes, 25 ans de bagne, etc. Les gens n'osent plus parler. Comment est-ce que ça a pu arriver aussi rapidement? D'un côté, ça semble très étonnant. Et là, je peux partager votre étonnement. Moi aussi, je ne pouvais pas m'imaginer dans les années 1990 qu'un jour, on aurait des monuments ou des plaques à la gloire de Staline, que la discussion sur l'époque stalinienne tournerait à une défense de Staline qu'on appelle un manager efficace, etc. Pour moi, c'était impossible de revenir dans les années soviétiques, dans les années 1990. Mais ça nous a joué une mauvaise plaisanterie parce que j'étais tellement persuadée que ce n'était pas possible qu'on y revienne, que certaines choses
peut-être c'est pas qu'on ne les remarquait pas, mais elles semblaient pas si importantes. Je peux le dire aujourd'hui, 1 an et demi après le 24 février. Et d'un côté, je suis extrêmement étonnée aussi, mais d'un autre côté, en y réfléchissant, je comprends quand, justement, en une période aussi courte, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas attendre de la société post-soviétique qu'elle devienne très vite une société civile. La formation d'une société civile, elle demande beaucoup plus de temps. Et il était probablement plus juste, on ne s'y attendait pas du tout, mais aurait été plus juste d'attendre que ce balancier qui est parti très loin dans la critique allait revenir en arrière. Et dans l'autre sens, on se retrouvait dans une opinion contraire et qu'on se retrouverait face à cette nostalgie du passé soviétique. Je répète, pour moi, les petites choses qui arrivaient me semblaient pas si importantes. Et de ce point de vue-là, j'ai pas bien estimé les choses parce que je me souvenais des années 90 et je pensais qu'on ne reviendrait plus en arrière. Mais maintenant, ce passé soviétique, dans une certaine mesure, est de retour, je peux le confirmer. Et c'est bizarre de voir cette résurrection, qu'il sort de sa propre tombe. Je ne parle pas exactement des répressions, parce qu'il me semble que ce n'est pas très correct. Non, je n'ai pas dit répression, j'ai dit qu'on tournait, qu'on serrer la vis. Oui, mais en fait, moi, ce dont je veux parler, c'est l'atmosphère de peur dans le pays. C'est une vraie atmosphère de peur qui est là dans le pays, mais aussi d'habitude, de façon de se conduire qui date vraiment de l'époque soviétique, parce que, étonnamment, en 2022-23, j'assiste à des réactions que j'avais décrites dans mes romans, sans les avoir jamais vues autour de moi. Dans mon roman « Les enfants de la Volga », j'ai parlé du fait que quelqu'un va en immigration intérieure, c'est-à-dire qu'il se cache dans le silence, qu'il s'isole, parce que « Les enfants de la Volga », ça parle d'un personnage silencieux qui, par le silence, essaie de se protéger, de protéger ses enfants de toutes les horreurs qui se passent autour de lui. Et avec ce silence, il élève ce silence comme un mur, et il vit 22 ans dans ce silence. Et maintenant, ayant écrit ce roman, je retrouve soudain, auprès de mes amis, de ma famille, ce silence, cette tentative de se sauver de ce qui se passe autour d'eux, de ne pas en parler, de ne pas y toucher, mieux vaut se taire, cette figure ce silence qui revient, qui était une habitude soviétique que nous n'avions pas connue, nous, dans notre vie, apparaît tout d'un coup comme ressuscité du passé soviétique, et on la retrouve partout en Russie. Ou, par exemple, l'habitude de s'adapter, de faire comme les autres, de s'habituer, cette adaptation à la situation. On sait tous que le peuple russe a une forte capacité d'adaptation, mais on le savait plutôt théoriquement. Maintenant, on le voit. On voit cette souplesse des gens qui arrivent à changer parfois très fort pour s'adapter à la situation, tenter de s'adapter à la situation. Et des habitudes comme se convaincre soi-même, rationaliser. Tous ces mécanismes psychologiques dont Freud a parlé, on les voit en action en Russie en ce moment. Je les observe et je suis très étonnée. Oui, mais Gouzel, bien sûr, le peuple russe s'adapte très bien. Ça fait des siècles qu'on en est témoin, et il sait très bien sentir ce qu'on veut de lui d'en haut. Évidemment, la patience, moi je suis très impatiente, je le regrette, c'est bien d'être patient, d'endurer. On a écrit des poèmes, des romans sur cette endurance des Russes, mais quand même, il y a un moment où c'était un avantage et ça devient un défaut. Moi, mes amis me demandent toujours, mais pourquoi est-ce que les Russes acceptent autant? Comment est-ce qu'on peut endurer tout ça? Est-ce que vous ne pensez pas
qu'il doit y avoir un moment quand cette patience, cette soumission au pouvoir devient totalement folle et mauvaise pour ce peuple. Je ne peux pas tellement parler du peuple russe, je dirais les habitants de Russie, oui, d'origine différente. Et moi, je ne peux pas vraiment vous donner une définition de ça, parce que les Russes ou les habitants de Russie ont subi beaucoup de traumatismes, surtout des traumatismes de la période soviétique. Ces 70 ans d'histoire soviétique, ils ont façonné ce que nous avons aujourd'hui. Et ceux qui ont survécu ont appris à leurs enfants et leurs petits-enfants des modes de conduite, simplement en parlant à leurs enfants ou en étant auprès de leurs enfants et petits-enfants. Et je crois qu'on ne peut pas tellement les juger pour ça ou dire d'où ça vient. Pour moi, mon outil de travail principal avec le passé soviétique, c'est la compassion. Il me semble que sans compassion, on ne peut pas aborder ce thème ou le comprendre. Comment faire si depuis 70 ans, enfin 70 ans d'histoire soviétique, si pendant 70 ans, les habitants de la Russie ont subi traumatisme après traumatisme sans avoir jamais pu travailler dessus après. Il y a eu la révolution qui a bouleversé la vie complètement des habitants, puis la guerre civile qui est arrivée presque dans chaque famille en Russie. Puis la famine, j'espère que nous allons commencer à en parler, du roman qu'on voit pour Samarcande, qui parle de la famine. 90 millions de personnes. Puis la collectivisation, les répressions contre les paysans aisés. Et à cette époque, je crois que Solzhenitsyn est un des premiers à dire que c'est une dépaysanisation. Et après, on a eu la Grande Terreur, et après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça n'a pas arrêté, ces traumatismes qui ont créé un gros nœud de problèmes qu'il est très difficile de démêler. Et ces traumatismes, les gens sont passés à travers eux, mais en les surmontant, en passant à travers eux, ils n'ont pas pu rester tels qu'ils étaient avant. Et à mon avis, ils ont été tout à fait déformés par ces épreuves. Et pour moi, c'est une génération de gens qui me sont proches, c'est la génération de mes grands-parents qui nous ont transmis leur traumatisme, qui ont transmis d'ailleurs leur traumatisme plus à leurs petits-enfants qu'à leurs enfants. C'est ainsi que c'est ma génération qui est née dans les années 1970 a été élevée beaucoup par ses grands-parents parce que les pères et mères travaillaient. Et donc, nous, ma génération, nous avons hérité de ces traumatismes multiples soviétiques directement de ces gens qui les avaient vécus, subis. Donc on ne peut pas juste prendre ça et l'enlever de sa conscience. Ce n'est pas un travail rapide, ce n'est pas en quelques années qu'on s'en débarrasse, parce qu'on a connu ça dès l'enfance et ça reste jusqu'à notre mort. Moi, j'étais sûre, de façon très naïve, que notre génération, c'était la dernière génération qui connaissait ces traumatismes soviétiques. Parce que nos enfants sont nés après l'éclatement de l'URSS, ils ne savaient pas ce que c'était la vie soviétique, ils n'avaient pas reçu ces traumatismes des gens qui avaient vécu cette vie. Et je pensais que nos enfants seraient la première génération libre de cette vie soviétique. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a eu lieu. Et à ma grande tristesse, nos enfants aujourd'hui revivent un quotidien avec beaucoup de choses soviétiques
et ils le voient autour d'eux. Donc c'est ma théorie qui disait que notre génération était la dernière génération. Je l'ai totalement enterrée, comme beaucoup d'autres idées que j'avais à l'époque. Oui, je comprends. Vous ne justifiez pas le passé soviétique, vous essayez de l'expliquer avec la compassion. Je comprends ça très bien. Moi aussi, j'ai été élevée par mes grands-parents et j'ai aussi connu tout ce dont vous parlez. Mais si on explique toujours ce qui se passe aujourd'hui avec des sources dans le passé, en disant que ce qui se passe et sachant que ce qui se passe aujourd'hui prive la génération actuelle d'un futur livre, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut aller par-dessus ça et commencer une nouvelle vie? Est-ce que c'est possible? Les mots de nouvelle vie, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est la situation actuelle. Je ne suis pas prête à utiliser de tels mots. Au contraire, pour le moment, on vit une ancienne vie, très ancienne, qu'on ne pensait plus voir autour de nous. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne peux pas vous donner de recettes sur ce qu'on doit faire. Moi, de mon côté, ce que je pense faire de juste, c'est d'essayer de démêler ce qu'on peut démêler. Parce que cette discussion sur le passé soviétique, elle doit avoir lieu. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le laisser de côté et faire semblant qu'il n'a pas eu lieu. Il est très triste que sur ces nœuds de traumatisme soviétique, on ait rajouté le nœud du traumatisme de la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut oublier ou faire semblant que le passé soviétique n'existe pas. C'est juste qu'on a encore un nœud, encore une couche qu'il va falloir démêler. Et il va falloir tout démêler, y compris ce qu'il y avait avant. Et moi, je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est une continuation de la période soviétique. J'espère que c'est la dernière étape de la vie soviétique, mais on va devoir démêler tout ça en commençant tout au début, en commençant dans ces années qui ont posé les fondements de l'État que nous avons actuellement. Et cet État, il est surtout, en fait, au fond, c'est un problème d'un État très fort, tout-puissant, énorme, et des individus petits, faibles, qui ne peuvent rien décider, qui n'ont pas de voix et qui n'ont pas de droit. Donc c'est ce rapport entre un État tout-puissant et des individus très faibles. Pour moi, c'est la Russie soviétique et la Russie actuelle. Et c'est aussi de ça que parlent mes 3 romans. Oui, revenons enfin au convoi. Vos 2 premiers romans sont centrés sur des groupes sociaux de l'URSS ou des groupes d'origine diverses de l'URSS. Mais dans votre 3e roman, qui a beaucoup de personnages, a comme héros principal la famine. Pourquoi avez-vous décidé de commencer par la famine? Pourquoi est-ce que le thème de la famine vous a poussé à prendre la plume? Oui, vous avez raison, vous avez très bien vu. Je me dis aussi que le personnage principal du roman, c'est la famine. Je vous ai déjà dit que 5 millions de personnes étaient mortes. Donc ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et en dessous, il y a tout l'iceberg encore. Des gens qui sont devenus invalides ou qui ont été forcés à se prostituer, y compris des enfants qui sont devenus drogués, qui sont devenus des bandits. Et tout ça, c'est vraiment ce champ très négatif de ce grand traumatisme de la famine. Et quand je me suis demandé ce que j'allais écrire, je me suis dit que je pouvais essayer de toucher ce thème. J'ai commencé à lire des documents, à toucher à ce thème de la grande famine et à regarder de quoi ça parlait. Ce thème n'a pas été beaucoup traité. À l'époque soviétique, on n'en parlait pas beaucoup. On disait que la famine était venue à cause du climat, de mauvaises conditions climatiques, et on ne disait jamais que c'était une famine de masse.
Par chance, il y a beaucoup de documents sur cette période parce que la famine des années 1920, c'était les tout débuts de l'URSS, donc le pouvoir soviétique venait de naître, était encore tout jeune. Il y avait eu la guerre civile dans le pays et le régime soviétique devait surtout tenir le coup. Et à cette époque, le pays était encore assez ouvert. En URSS, on pouvait trouver beaucoup de journalistes étrangers encore. Et le pays, le gouvernement n'a pas eu peur de demander de l'aide aussi quand la famine a commencé. Donc en URSS, beaucoup d'étrangers sont venus avec des missions d'aide et il y avait beaucoup de journalistes. Et la presse soviétique elle-même n'a pas eu peur. Elle a même crié, enfin raconté très fort l'histoire de cette famine. Donc si on regarde les journaux des années 1920, 1923, elles sont pleines d'articles sur la famine. Beaucoup de livres, de souvenirs ont été écrits sur cette période. On peut voir beaucoup de photos sur cette période, notamment grâce aux correspondants étrangers qui ont ramené des photos avec eux et qui les ont conservées à l'étranger. Donc la famine des années 1920 a quand même été tout à fait documentée et toutes ces informations, tous ces documents sont accessibles. J'ai commencé un petit peu à aborder le sujet et dans les premières semaines de travail sur ce sujet, j'ai compris que c'était un sujet insupportable, c'est-à-dire très difficile à accepter, tellement il est terrible. Et donc, je me suis demandé si je devais écrire là-dessus, parce que je ne voulais pas que mon roman soit refermé par le lecteur à la deuxième page. Je voulais que le lecteur, et je ne voulais pas non plus que le lecteur, s'il allait jusqu'au bout, se retrouve dans un état de dépression, qui est l'état dans lequel nous met ce sujet. Mais en regardant plus loin les documents, je me suis rendu compte que je devais absolument écrire. C'était tellement dur, tellement lourd, que je ne pouvais plus garder ça en moi. Je ne pouvais pas l'oublier en le laissant en moi. Donc je devais faire quelque chose, faire sortir quelque chose. Et j'ai commencé à réfléchir, ça a pris beaucoup de temps. Je me suis dit, mais comment faire pour qu'un thème aussi inhumain, aussi repoussant que la famine soit lu, assimilé et ne laisse pas le lecteur dans un état trop terrible. Comment faire pour que le roman soit lisible et qu'il ne décourage pas le lecteur? Et peu à peu, je me représentais intérieurement une balance. Sur un côté de la balance, il y avait le thème de la famine, et sur l'autre côté de la balance, il y avait des choses qui me semblaient pouvoir aider le lecteur à supporter ce sujet. Donc, pour commencer, je me suis dit que j'allais faire mon roman sous la forme d'un roman d'aventure. Et oui, le roman Convoi pour Samarcande peut être qualifié de roman d'aventure, de voyage, de récit de voyage. 6 semaines de voyage dans un train qui emporte 500 enfants affamés. Et on va du point A, de Kazan, sur la Volga, au point B, Samarcande, une ville réelle, mythique, comme vous voulez. Et entre ces deux points, A et B, on rencontre plein d'aventures. Donc une longue route, un train, des paysages qui changent dehors et des aventures en route. Tout ça, ça donnait un récit assez dynamique, je l'espère. Donc la première chose que j'ai mis dans la balance positive, du côté positif de ma balance, c'était les aventures. Et après, je me suis dit que ce roman d'aventure pouvait aussi comporter un mythe et un héros. Donc le personnage principal du roman, Deyev, le commandant du convoi qui le conduit, est une sorte de héros mythique, de héros à l'antique, qui se trouve à faire toutes sortes d'exploits en chemin. Il doit trouver des habits pour les enfants. Les enfants arrivent à son train presque nus.
Il doit leur trouver des chaussures parce qu'ils sont pieds nus. Il doit leur trouver de la nourriture parce que le convoi part de la gare sans avoir des réserves de nourriture. Il faut leur trouver des médicaments parce qu'ils tombent malades. Il faut leur trouver du combustible pour le train, etc. Et toutes ces aventures ou tous ces exploits sont accomplis par le héros d'Eyef. Donc on peut dire que c'est aussi une sorte de récit mythique. J'ai encore mis une histoire d'amour, et même 2 histoires d'amour dans mon roman, dont la principale commence dès le premier regard et continue jusqu'à la dernière page. Et je me suis dit que ça pouvait faire un contrepoids à ce thème si douloureux. Et j'ai encore, 4e point, mis du côté positif des relations humaines très chaleureuses. Il m'a semblé important que le texte soit empli d'amitié, de tendresse, de sympathie, de toutes ces nuances de chaleur humaine qui compenseraient ce thème insupportable de la famine. Et je me suis dit que ça serait un contrepoids, et c'est ainsi que j'ai créé mon roman, construit mon roman. Il y a des faits, il y a des tableaux parfois très durs, mais il y a aussi beaucoup de choses qui font contrepoids. Est-ce que nous avons... Où sommes-nous avec le temps? Nous avons encore beaucoup de sujets de discussion. Nous avons encore du temps? Bon, tant qu'on ne me dit pas d'arrêter, on continue. Et après, on vous laissera quand même poser des questions. Je comprends bien, très bien, que vous vouliez donner un contrepoids, donner un équilibre entre l'horreur et des choses plus agréables. Et je me souviens que je l'ai lu en russe quand il s'est sorti et je l'ai relu maintenant. Quand je l'ai lu la 2e fois, j'ai trouvé que ça m'apparaît plus terrible que dans ma première lecture, mais j'ai remarqué que beaucoup de gens en Russie vous avaient dit que vous étiez trop légère, que c'était trop romantique, que les tchéquistes ne pouvaient pas être aussi sympathiques, ou les bandits qui aident les enfants apportent de la nourriture et des habits à ses enfants. Chacun a sa façon de réagir à ça, mais ça m'amène à une question que Pouchkine posait déjà. Est-ce que le génie et le mal sont compatibles? Combien dans une personne peut-il y avoir de bonté et de méchanceté? Car ce Deyef, le personnage principal, était un héros de la guerre civile. On sait qu'il a tué plein d'ennemis de la Russie et peut-être pas les seuls qui n'ont pas tué, c'était des femmes enceintes. Mais en même temps, pendant que l'histoire se déroule, il se met en 4, il se sacrifie pour sauver ses enfants. Comment est-ce que c'est compatible? C'est ce qu'on voudrait croire ou est-ce que c'est vraiment compatible? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est une des questions principales du roman, c'est-à-dire comment est-ce qu'une personne peut être à la fois blanc et noir, avoir une face sombre et lumineuse. En ce qui concerne Deyef, j'ai essayé de le montrer de telle façon. Au début du livre, le lecteur doit en tomber littéralement amoureux. Il est sans peur ni reproche. Il se sacrifie sans arrêt pour ses enfants et fait tout son possible et fait même l'impossible pour que ses enfants soient habillés et des chaussures, soient nourris. Et ce sont de petits exploits, effectivement, qui permettent aux enfants de survivre. Encore un jour, encore un jour, encore un jour. Et le train avance encore un petit peu, se rapprochant toujours de Samarcande et de l'abondance. Mais à mesure que le livre avance, le lecteur comprend que Deyef a du sang sur les mains. Et plus le livre avance, plus Deyef est présenté sous un jour sombre. Et mon travail en tant qu'auteur était que le lecteur se retrouve face à un choix à faire, qu'il ne puisse pas comprendre si
Il aimait toujours Daïev s'il avait toujours beaucoup d'admiration pour lui, et Daïev lui donne des raisons d'être admiré, ou alors s'il devait le condamner et l'appeler un assassin. Et je voulais que le lecteur se pose la question jusque tout à la fin, et même dans les derniers chapitres, les derniers moments du roman, les derniers paragraphes, qu'il reste face à cette ambiguïté, que l'hésitation continue jusqu'au bout. Car, ironie tragique, Daïev est à la fois le sauveur de ses enfants du train et peut-être, on peut dire, l'assassin de ses parents, car il a tué pendant la guerre civile, il a tué pendant la terreur de réquisition des produits d'alimentation. Il a tué des paysans, il a enlevé la nourriture aux paysans, les condamnant à mourir, et donc c'est peut-être lui qui est à l'origine du fait que ces enfants sont des orphelins, n'ont pas de foyer, etc. Donc, est-il leur sauveur ou l'assassin de leurs parents? En fait, il est à la fois l'un et l'autre. Et pour moi, c'est la question principale qui taraude beaucoup de gens aujourd'hui. Cette hésitation qui, j'espère, ressent le lecteur. Beaucoup de gens en Russie hésitent aussi, ne peuvent pas choisir, ne peuvent pas formuler leur rapport au passé soviétique, car il y avait beaucoup de Daïev en URSS. Ils étaient des millions. D'un côté, ils ont fait beaucoup d'exploits. Ils ont sauvé les enfants de la famine, par exemple, où ils ont été des héros pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en même temps, les mêmes personnes se sont retrouvés gardiens dans un goulag ou participer à des répressions, être des rouages de la machine totalitaire. Donc comment devons-nous... Quelle doit être notre attitude face à ces gens? Sont-ils des héros ou des assassins? Et je voulais que cette hésitation soit là. C'est l'hésitation qui concerne beaucoup de gens. Et je crois que c'est une des raisons, peut-être la raison principale, de la longévité du passé soviétique, du phénomène soviétique. Parce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Lui donner une estimation définitive et continuer notre route. Je crois que c'est ça qui explique la longévité du monde soviétique. Et je voulais que le lecteur le sente cette hésitation. Même les gens qui n'ont absolument pas vécu dans un État totalitaire, qui n'ont pas ça dans leur famille, sentir cette ambivalence. Parce que c'est bien ça le fond du régime soviétique, car il a donné quelque chose aux gens, mais il a aussi ôté beaucoup aux gens. Il a fait quelques belles choses et tué des millions de gens. Donc cette ambivalence, pour moi, c'est la raison du fait que les gens n'arrivent pas à se déterminer face à ce phénomène, à ce passé soviétique. On nous dit déjà que nous devons terminer la discussion. Je suis sûre que le public a des discussions. Je vais sacrifier mes propres questions et n'en pose plus qu'une. L'infirmier Boug, assez âgé, un merveilleux personnage, dit « On a tellement envie de bonté. Tous les enfants qui arrivent à Samarcande et qui ne connaissent même pas leur nom souvent disent qu'ils s'appellent Iskander, comme le fils mort de Fatima, leur nurse dans le train, qui leur a chanté une berceuse que tout le convoi écoutait. Et malgré toutes les horreurs que vous racontez, que vous n'avez pas inventées, qui étaient dans la réalité, le livre a quelque chose d'un conte, car au fond, la bonté et l'amour sont plus forts que le mal. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans la vie, ou bien c'est juste ce qu'on aimerait bien croire? Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans la vie. Si on parle de la question de quoi parle le roman, c'est l'ambivalence du phénomène soviétique, mais c'est aussi l'humanité. Et on peut dire que le roman qu'on voit pour Samarcande parle de notre humanité. L'humanité, c'est ce qui permet à une société de survivre. Dans le roman, il y a des enfants qu'on voit. Ces enfants, c'est une espèce de personnage collectif. Et
personnage principal, qui est un adulte, il rencontre sur son chemin beaucoup d'autres adultes. Ce sont des gens très différents et souvent ils ont presque plus grand-chose d'humain. C'est par exemple des tchéquistes à peu près inhumains, des basmachis, des bandits d'Asie centrale, des Cosaques qui eux aussi sont devenus des sortes de bandits qui sont des hors-la-loi. Et tous ces gens qui sont des ennemis les uns envers les autres, ils s'entretueraient s'ils étaient en face à face. Mais quand ils se retrouvent face à ce convoi avec ces enfants, ils décident de sauver ces enfants. Et c'est à chaque étape du livre, un adulte aide, fait quelque chose pour les enfants. Et c'est un miracle quand ils disent « oui, nous aidons ». Et tous ces petits miracles forment un grand miracle qui est le fait que le convoi arrive jusqu'à Samarcande. Ce miracle, bien sûr, est assombri par le fait que beaucoup d'enfants meurent en route, mais la majorité arrive à destination. Si ne serait-ce qu'un seul des adultes avait dit non, le convoi ne serait pas arrivé. Chaque fois, ils disent oui, on va aider. Et ces petits actes de bonté forment ensemble un grand acte de bonté, et tous ces gens qui se haïssent entre eux s'unissent, oublient cette haine pour faire quelque chose ensemble. Et tous ces « oui » qui apparaissent au cours du roman, en cours de chemin, au cours de ces 6 semaines, permettent aux enfants de survivre et d'arriver à Samarcande. Moi, je crois que c'est aussi comme ça dans la vie. Les gens s'unissent en faisant des fonds charitables pour aider, par exemple, les enfants malades. Et parfois, les enfants meurent quand même, mais d'autres vivent. C'est cette mise en commun de forces très différentes qui permettent aux enfants d'avoir une chance de vivre. C'est ce qui se passe dans mon roman. Merci pour ces réponses très précises et très... Donc, il faut continuer à croire au miracle et à aider les miracles à arriver autant qu'on le peut. Maintenant,